Samedi 5 juillet 2025, la librairie Ombre Blanche à Toulouse recevait l'artiste photographe Bernard Plossu à l'occasion de son exposition du 4 juillet au 6 septembre à la galerie Ombre Blanche, première en France de cette envergure. La rencontre était conduite par Jean-François Fresson, dépositaire du tirage Fresson, procédé au charbon direct inventé par son grand-père Théodore-Henri Fresson. Bonne écoute. Bonjour à tous. D'abord, je dois dire qu'on est très surpris d'avoir une telle assemblée parce que le monde numérique ayant pris la main sur la photographie, voir tant de monde pour un débat sur l'argentique aujourd'hui, on est extrêmement heureux de ce constat. Mais tout ce que compte Toulouse d'amateurs de photographie argentique est là, je crois. Donc merci à vous. Hier soir, Bernard a conclu notre première rencontre par un hommage aux tireurs en général. Il leur a donné la place qu'ils méritent et que souvent ils n'ont pas. Et il ne s'agit pas seulement de trouver un bon tireur, ça existe. Mais aussi, il faut trouver un tireur qui soit à l'écoute et qui acceptent de collaborer avec les photographes. Et là, tous ceux qui ont, j'imagine qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à ce problème, même si ça paraît évident, une fois sur le terrain, c'est pas si simple. Donc là, on a un exemple parfait de collaboration étroite. Voilà, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Jean-François Fresson. Jean-François, c'est un homme rare. D'abord parce qu'il est seul au monde à produire les images, le type d'image que vous pouvez admirer sur les murs de la galerie d'Ombre Blanche. Et c'est un homme rare aussi parce qu'il ne se produit pas souvent en public. Je pense que c'est un homme humble. Il est plus à l'aise dans son labo que sur une estrade. Mais donc c'est un grand honneur pour nous d'avoir deux monstres sacrés de la photographie aujourd'hui ici à Ombre Blanche. Oui, quelque part, oui. Bon, moi, je vais juste vous donner quelques repères temporels avant de commencer la discussion avec Jean-François et Bernard, pour que vous puissiez un peu situer, pour ceux qui ne connaissent pas la dynastie Fresson, parce que c'est une véritable dynastie, n'est-ce pas? Donc, à la fin du 19e, il y a l'arrière-grand-père de Jean-François, Henri Théodore, qui invente... Théodore Henri qui invente une machine qui étale l'émulsion de manière uniforme, parce que jusqu'à présent, ça se faisait au pinceau, plus ou moins, enfin, ça faisait des gros pâtés, mais son grand-père a inventé un truc malin pour étaler l'émulsion. Alors, on n'était pas encore en couleur, mais il y avait quand même du noir et blanc, du sépia, sanguine. Bon, ok. Ça, c'était le départ. Fin 19e, donc. Après la Deuxième Guerre, Pierre, donc le grand-père de Jean-François, j'économise les Fressons, puisqu'ils sont ils s'appellent tous pareils, donc je m'en tiendrai au prénom. Pierre, son grand-père, et Edmond, donc le frère de Pierre, arrêtent de vendre du papier et commencent à faire eux-mêmes les tirages. Bon, ils travaillent essentiellement pour quelques studios, pas beaucoup d'artistes, mais ça commence. En 1950, Pierre cherche à adapter le procédé pour la couleur. Ça lui prend un peu de temps. Il déménage près de Paris pour se rapprocher de sa clientèle, parce que la clientèle était déjà parisienne, un peu comme aujourd'hui, malheureusement. Il s'installe à Savigny-sur-Orge, à peut-être 1 heure de Paris, quelque chose comme ça. En 1951, intervient Michel, le père de Jean-François. Michel a 15 ans quand il commence à travailler au labo avec Pierre. En 1952, donc, les recherches de, 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 Pierre commence à aboutir et on a les premiers tirages couleurs. Bon, il
Au début, c'est en trichromie, ça marche pas fort parce que la théorie, c'est que le mélange des 3 couleurs primaires, ça donne du noir. Dans la pratique, ça donnait plutôt un marronasse qui n'était pas heureux. Donc, il faut attendre l'arrivée de la quadrichromie et une émulsion noire pour que les tirages ressemblent un peu à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, Jean-François, ici même, pointe le bout de son nez en 1979. Et il travaille avec son père et son grand-père, donc. Donc, à partir des années 90, on peut dire qu'il y a un grand essor du tirage Fresson, mais bien avant, en 67, Bernard a commencé à faire les tirages Fresson à son retour du Mexique, j'imagine. Et il est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui, donc 58 ans de fidélité, ça marque bien l'état d'esprit général de Bernard, qui est un homme fidèle à tout point de vue. En 2000, malheureusement, il y a l'arrivée du numérique, enfin malheureusement, non, pas malheureusement, mais malheureusement pour le labo Fresson, qui perd la moitié de son chiffre d'affaires, parce que, une grande partie d'entre nous s'est tournée vers le numérique. En 2020, c'est la mort de Michel, et Jean-François se retrouve seul aux manettes du labo qui porte son nom. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Jean-François pour expliquer peut-être un peu le processus, et après, Bernard nous expliquera comment il a fait le pas vers ce procédé. OK ? Donc bonjour, donc moi, je suis Jean-François Fresson, 4e du nom, comme il vient d'expliquer. Je ne vais pas m'attarder plus sur l'histoire de ma famille, tout a à peu près été dit. Le seul truc que je voudrais aussi raconter, parce que c'est quand même un gag que j'ai découvert très très récemment, cette année, mon arrière-grand-père, donc, était, on m'a toujours raconté ça depuis ma plus tendre enfance, il était de l'assistance publique, mais il était ingénieur agronome. Et là, il se trouve qu'il y a des gens qui sont intéressés pour écrire l'histoire de ma famille, et ils m'ont dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Comment peut-il être de l'assistance publique et faire des études ultra poussées, surtout au 19e siècle, c'est étonnant. Donc la seule personne vivante de ma famille, encore à l'heure actuelle, c'est ma marraine, qui est en Bretagne. Donc je l'ai contactée. Et je lui ai dit, il y a un truc qui colle pas. Comment ça se fait que Théodore Henry pouvait être de l'assistance publique et avait fait des études aussi poussées. Il avait une très grande maison à Puteaux. Au tout début de l'histoire de la famille Fresson, ça commence à Puteaux. C'est là où il fabriquait le premier papier. C'est là où mon arrière-grand-père a inventé. C'était à Puteaux. Et donc il a dit, ça c'était un sujet tabou, en fait. C'est que mon arrière-grand-père n'était pas du tout de l'assistance publique, c'était le fils illégitime d'un très riche médecin belge qui avait engrossé la bonne et qui avait envoyé tout le monde du côté de Paris, donc à Puteaux, pour être tranquille. Et c'est lui qui a financé les études de mon arrière-grand-père. Et ça, donc, j'apprends ça à 65 ans. Révélation que mon arrière-grand-père, en fait, ce que j'ai raconté toute ma vie, comme quoi il était de l'assistance publique, c'était faux. Et donc j'ai découvert que ma tante me parlait d'une partie de la famille de gens, et citait les noms, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient aux chaînes. Et donc du coup, je découvre en fait que c'est une partie de ma famille, vraiment, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la parenthèse familiale que j'arrête. Et maintenant, donc, on va parler du procédé. Le procédé Fresson, c'est quoi à la base? C'est donc du papier à dessin qu'on achète. On ne fabrique pas le papier du tout. Il faut que ça soit un papier qui tienne plus de 2 heures dans l'eau. Il va passer immergé. Donc c'est très compliqué de trouver du papier, surtout à l'heure actuelle, qui résiste à ce choc de passer 2 heures dans l'eau. C'est le secret, en fait, c'est l'émulsion. C'est un mélange de pigments de couleur, de gélatine qui est posée qui est répandue sur le papier avec la machine secrète qu'a inventée mon arrière-grand-père. Techniquement, je vais expliquer comment le processus. Le lundi, par exemple, si Bernard m'envoie des photos, le lundi, je vais faire la séparation de ces négatifs en 4 clichés. Un cliché pour le bleu, un cliché pour le jaune, un cliché pour le rouge, un cliché pour le noir. Comme c'est du négatif couleur, ce que fait Bernard, il va falloir que je fasse des positifs et ensuite des négatifs. Il y aura cette partie-là, donc qui prend déjà une bonne partie de la journée.
il y aura la préparation aussi du papier, parce que la première couche que je passe sur le papier à dessin, avant de répandre l'émulsion, il va falloir que je répande une couche, une sorte de colle, on va appeler ça une colle, pour empêcher après que l'émulsion passe dans le papier. Donc le papier, il va devoir sécher pendant toute la nuit. Là, il n'est pas question d'utiliser des ventilateurs ou quoi que ce soit, puisque les poussières viendraient se coller, ça serait une catastrophe. Donc ça, c'est le lundi. J'ai donc fait tout ce process. Le mardi matin, on va commencer les tirages bleus. L'agrandisseur, mon agrandisseur, c'est un agrandisseur très particulier, en croix, il est horizontal, et il y a une lumière très riche en ultraviolet, comme la lumière du soleil. En fait, le procédé, le charbon est sensible aux ultraviolets. Donc le négatif est projeté en fonction de la taille, du format que je veux obtenir. Et là, il y a toute une première série de tirages en bleu que je vais développer. Ensuite, je vous explique après. Les temps de pause dans le procédé sont très très longs. Pour un 18-27, ça pose entre 20 minutes jusqu'à 40 minutes. Ça dépend de la qualité de mon négatif, de ma matrice, de ma première matrice. Une fois que le tirage est exposé, il va falloir que je l'immerge dans de l'eau froide pour arrêter le processus. Je travaille en lumière du jour. Par rapport au procédé argentique, ça c'est un avantage. Je peux voir le résultat plus facilement. Et le procédé pour développer, c'est de l'eau avec de la sciure de bois. La sciure de bois, c'est le dé abrasif qui est le plus simple qu'ils aient trouvé, le plus soft plutôt qu'ils aient trouvé. Ils ont essayé avec d'autres matières, mais Carachet, la gélatine. Donc la sciure de bois va retirer là où les pigments, là où ils n'ont pas été solidifiés par la lumière. Et là, on a une image en bleu et blanc qui va apparaître. Il va falloir que je tienne compte à ce moment-là de toutes les informations que j'aurais eues en amont du photographe. C'est au point de vue du contraste, au point de vue des zones à renforcer. C'est là où j'interviens dans l'interprétation du tirage. Une fois que ce tirage est développé, on va le mettre à sécher. Une série de bleus, donc le mardi matin, ça représente entre 15 et 30, 40 tirages au maximum. Surtout moi tout seul, maintenant je ne peux plus les atteindre, les 40 tirages, c'est trop de travail, c'est trop compliqué. Avant, on les atteignait facilement. Donc, une fois que ces tirages auront été séchés, il va falloir les refaire passer dans la machine secrète pour les réémulsionner en jaune. Ils vont repasser dans l'agrandisseur. Même process de développement, là je vais avoir une image qui va apparaître donc en bleu, en jaune, en vert. Ça va sécher pendant toute la nuit. Le lendemain matin, donc mercredi matin, je fais l'impression du rouge avec redéveloppement, resséchage, et on repasse le jeudi après-midi. Là, le jeudi après-midi, on est le mercredi après-midi, pardon. Il va falloir faire attention parce qu'après le rouge, donc là, théoriquement, on a une image qui est à peu près finie. Les noirs, comme ils disaient, c'est en trichromie. Les noirs sont très, très chauds. C'est pas des beaux noirs comme on obtient là. Là, par exemple, sur l'image que vous avez en haut, avec le sol qui est rouge. Là, il va y avoir, après une surimpression pour le sol en rouge, pour obtenir un rouge aussi puissant et aussi fort, il va falloir que je fasse une deuxième impression en rouge. Pour avoir un ciel aussi beau et aussi chargé, il va falloir que je fasse une surimpression en bleu. Et après, il va falloir que je fasse la surimpression en noir. Donc là, ça nous a amené, on est jeudi soir. Une fois que là, le tirage, là, il est loin d'être fini, parce que toutes ces successions entre la fabrication des matrices, entre la manipulation des clichés, il y a plein de poussières qui se sont collées à chaque étape. Les films se sont rayés en frottant les uns entre les autres. Donc là, il va falloir reprendre, et si vous regardez attentivement certains des tirages, surtout notamment de l'autre côté, on voit des fines rayures, parce qu'en plus Bernard avait eu la très bonne idée à un moment d'utiliser un appareil qui avait dû être trempé dans du sable, et donc les négatifs étaient rayés, et ça, il faut que je reprenne au grattoir et au pinceau, avec les mêmes pigments que j'ai utilisés. Et donc, il y a certains tirages sur lesquels je passe, notamment, il y a une photo qui n'est pas là, mais qui s'appelle le piano, qui est le piano sous une bâche. Pour un 18-27, il y a une journée entière de repique à faire. Donc, celui-là, je lui vends beaucoup plus cher. Systématiquement. Alors là, je peux te garantir que ça me bouffe les yeux, t'imagines pas. Donc là, on arrive au vendredi où le tirage, donc, il a été repiqué.
malheureusement, non, mais les retouches, parce que c'est pas vraiment des retouches, c'est des repiques, on appelle ça des retouches. Les retouches, c'est quand vraiment on manipule avec l'aérographe, quand on fait des transformations. La repique, c'est la finition des tirages plutôt. Si on regarde, là, on voit les défauts. Et donc là, dernière étape, il va y avoir une couche de gélatinage transparent, très fine, qui va uniformiser le tirage et supprimer toutes ces interventions de dernière minute qu'on a fait. Et là, on va obtenir un résultat satisfaisant. Les tirages en noir et blanc, par contre, n'ont pas cette couche, n'ont pas besoin de cette couche. C'est comme il n'y a que 2 passages, et le noir et blanc gélatiné, ça perdait tout son intérêt. Par contre, des tirages en noir et blanc sont beaucoup plus fragiles. Alors quand je parle de noir et blanc, en fait, c'est en bichromie, puisque effectivement, comme il le signalait, mes tirages ils sont en noir et blanc, mais ils peuvent être en noir chaud, ils peuvent être en sanguine, ils peuvent être en sépia. Mais le principe, par contre, de l'atelier Fresson, du procédé Fresson, c'est on ne travaille pas, c'est pas un virage. Ça, par contre, on travaille directement dans la couleur. J'ai des formules qui ont été établies par mon grand-père. Mais j'ai des classeurs, j'en ai au moins 5 ou 6. Tout est référencé. J'ai plus rien à faire parce que moi, en fait, c'est ce que j'expliquais donc hier. Je ne suis plus que le détenteur du procédé. Moi, j'ai rien inventé. J'ai pas inventé le fil à couper, vraiment pas du tout. Et je suis très respectueux du travail de mon père et de mon grand-père, surtout, qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient aucune base dans la photographie ou dans la chimie ou quoi que ce soit, qui ont tout trouvé par recherche, de leur propre recherche. Et en plus, dans un domaine que personne possédait. Et mon père, le disait souvent qu'il était très admiratif de son père, donc de Pierre Fresson, mon grand-père, qui a toujours cru à son procédé. En fait, il est parti, donc imaginez, en 48, il part de Dreux pour venir s'installer en région parisienne, à un moment où c'est juste la transition vers le 35 mm, vers la couleur. Il y avait, à cette époque-là, il n'y a pas de photographie d'art qui existe, pas encore. C'est arrivé beaucoup plus tard. Si, mais à ce moment-là, la photographie dite d'art, elle était en noir et blanc, parce que c'était le noir et blanc qui était prestigieux. Aussi célèbre que maintenant. C'était pas du tout dans l'heure du temps. Il n'y avait pas de vendeurs, il n'y avait pas de galerie. Il y avait des photographes, effectivement, comme Laure Albin Guillot, des gens qui étaient déjà implantés au point de vue artistique, mais qui n'avaient pas la réputation comme maintenant, ce qu'on peut obtenir. C'était pas ça. Et donc mon grand-père a pris quand même des risques de prendre femme, enfant, il avait 3 enfants, pour venir s'installer et mettre au point un procédé qu'il ne maîtrisait même pas, avec des choses qu'il ne connaissait pas. Je suis complètement admiratif de ça, de cette prise de risque de mon grand-père, qui était un personnage très mon père et mon grand-père donc ils ne seraient jamais intervenus, ils n'auraient jamais pris la parole. Moi je suis capable de le faire, heureusement, parce que comme ça je peux maintenir leur mémoire, et ça me tient beaucoup à cœur, parce que mon père et mon grand-père, c'était des gens très très timides, très humbles. Quand tu parles, ils disaient que je suis humble, alors eux c'était vraiment des monstres d'humilité. Ils détestaient les vernissages, ils détestaient tout ce qui était parisianisme. C'était vraiment, moi je viens surtout par amitié pour Bernard, parce que sinon, je suis vraiment très, très, comme tu dis, je sors extrêmement rarement, parce que c'est pas notre truc, ça. Nous, on est les tireurs, on est les gens de l'ombre. Et effectivement, maintenant, c'est bien aussi de nous mettre quelque peu en avant, parce qu'il y a une complémentarité entre le travail du photographe et le travail du tireur. Et à l'époque de mon grand-père, donc mon grand-père faisait des tirages de Laure Albin Guillot, pour ceux qui connaissent, qui est une grande photographe française, très célèbre. Et elle disait, ces tirages, c'était des tirages brossés à la main. C'est tout ce qu'on en savait. Mon grand-père n'a jamais été cité, le procédé n'a jamais été cité. Laure Albin Guillot gardait toute la gloire pour elle. Et ça a été pendant très très longtemps comme ça. C'est dans les années 90 où il y a Dominique Gessler qui avait fait un livre qui s'appelait Les Maîtres du tirage, où il avait été rencontrer tous les plus grands tireurs de Paris, et qui les a mis un peu en avant. Avant ça, c'était vraiment vraiment les gens de l'ombre, les derniers connus. Et donc maintenant, moi, ça me tient à cœur, comme je vous le dis, de mettre en avant l'histoire de ce procédé français. En plus, il s'est avéré dès le départ que le procédé était extrêmement solide à la lumière. La particularité du procédé Fresson, c'est surtout sa solidité à la lumière. L'histoire, comment mon grand-père a découvert que le procédé était très très solide à la lumière, c'est que
dans les années, je ne sais pas combien, parce que ça c'est une histoire qu'on m'a racontée, je n'ai aucune preuve, il y a eu une exposition qui était au bord de la Clément, avec des grandes baies vitrées, et les tirages en noir et blanc à l'époque devaient être exposés en permanence pendant 1 an, avec la réflexion du soleil sur le lac. Aucun labo voulait s'aventurer, parce qu'il disait les tirages ils vont jaunir, ils vont passer. Mon grand-père a dit moi je vais faire les tirages, et accepté le deal, en disant si les tirages y passent, je les recommence. Et au bout d'1 an, quand ils ont décroché les tirages n'avaient absolument pas bougé. Donc il s'est dit, donc c'est là où le procédé a commencé à circuler en disant que voilà, il était extrêmement solide à la lumière. Et ça a intéressé donc les photographes d'art à cette époque-là, parce qu'au départ, le procédé, mon grand-père et mon père travaillaient beaucoup pour la mode et pour la publicité. C'était leur et pour certains labos parisiens, des enfants sur des peaux de panthère, on en a fait beaucoup. Je précise aussi que c'est résistant à la lumière, mais c'est aussi un support qui n'est pas fragile, qui est moins fragile que les photos ordinaires. Oui. Mais, au toucher, je veux dire, mécaniquement. Il y a eu aux États-Unis un historien qui s'appelle Henry Wilhelm, qui a mis tous les tirages couleurs au monde, et le seul qui n'a pas bougé, enfin en pleine lumière, le seul qui n'a pas bougé, c'est le frisson. Donc c'est à ce moment-là que ça a commencé à se savoir qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire fait à Savigny-sur-Orge. Ouais. Alors là, en fait, Henri Wilhelm, ce qu'il avait, c'était une boîte, et il a conçu une boîte avec des flashs, et qu'il avait calculé que 1 minute de flash, ça correspondait à un onde en plein soleil, et donc il a bombardé les tirages, et donc il a pu estimer au bout de 50 ans, 100 ans, 300 ans, et notre procédé, il a eu jusqu'à 300 ans. Donc dans 300 ans, si vous avez des tirages frissons qui ne vont plus, vous me les rapportez, et je les referai avec plaisir. Il y avait un passage intéressant, dans mon cas, avec ton père, ton grand-père, c'est quand il n'y avait plus de films diapos. Et ton père adorait tirer les diapos, et tout d'un coup, j'avais plus de diapos, et je suis passé au négatif. Est-ce que ça t'a compliqué la vie? Oui. Alors, le problème pas le problème, mais la grosse différence entre une diapo et un négatif, une diapositive, on a le résultat tout de suite, visible, je peux interpréter en direct. Il me faut un tirage de lecture pour un négatif couleur. La principale différence aussi, c'est que le négatif, là hier, il y avait des gens qui me disaient c'est proche de l'autochrome. Pour un négatif couleur, il va falloir que je passe par un positif. Et ma première matrice, ça va être un positif, et après je vais repasser par un négatif. Toutes ces manipulations font que le grain augmente à chaque fois. En plus, mon procédé définit un peu plus le grain. Donc c'est pour ça qu'il y a ce pictorialisme qui est plus important sur les tirages en négatif que sur les diapos. Alors il y a toujours des exceptions. Moi j'adore ce truc-là où on dit c'est toujours comme ça, et en fait il y a toujours une exception. Par exemple chez la Metzner, notre cliente américaine, elle poussait ses pellicules, mais elle faisait des photos à 6400 ASA, des trucs comme ça, et elle poussait au développement. Donc forcément, elle c'était de l'Agfachrome, qui était très riche en grains déjà, poussé à l'extrême. Donc elle, c'était des positifs, mais qui avaient beaucoup de grains déjà. Mis à part, il y a toujours... Elle a utilisé de l'Agfachrome, mais elle a aussi utilisé du Polapan, elle a utilisé d'autres pellicules, où là, il n'y avait plus le grain. Mais le grain, elle l'obtenait avec des diapositives, alors qu'en poussant au maximum ces diapos. Mais à partir d'un film 120, il n'y a pas ce pictorialisme, on est lisse. Le seul grain qu'il risque d'y avoir sera récurrent à la qualité du papier que j'aurais utilisé. Moi, mon gros problème à l'heure actuelle, c'est de me fournir en matières premières, qui sont de plus en plus rares. La qualité le papier que j'achète chez Arjomari et autres fournisseurs, c'est plus le papier qu'utilisait mon grand-père. Quand je vois les tirages dans le temps, la qualité... Maintenant, j'ai un petit peu de grain, parce que dans l'eau, le papier n'est pas conçu pour aller dans l'eau. Et on m'a expliqué que maintenant c'est fabriqué, c'est plus du tout comme avant où il y avait de l'aquarelle. Mon procédé est beaucoup plus proche de l'aquarelle que de la photo. Et donc à ce moment-là, il y avait des recherches pour le papier en tant qu'aquarelle, et maintenant c'est vers les encres. En fait, les papiers sont conçus pour aller dans les imprimantes.
Et donc plus du tout, il n'y a plus du tout. Déjà, c'est pas trop. Mais ils ouvrent des yeux grands comme ça. Quand je leur dis mon papier, je le trempe pendant 2 heures. Mais pourquoi vous faites ça? C'est idiot. Et donc quand je me refournis dans du papier, souvent ça se transforme en buvard. Il y a c'est très difficile de trouver du papier qui résiste à ce traitement-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Le seul truc que j'ai pas révélé encore une fois, c'est le secret. Non, mais c'est intéressant. Mais C'est important de t'entendre. Moi aussi, j'ai appris des choses encore ce matin. Le secret Fresson, en fait, je voudrais. Après, je te laisse la parole. Le secret Fresson, non, c'est pas que cette machine secrète qui sert à répandre l'émulsion. Le secret Fresson, je pense que c'est plutôt le temps qu'a passé mon grand-père, mon père, et ainsi que moi maintenant, c'est à interpréter ce que disent les photographes, à essayer de retranscrire leur vision. Tout ça, ça a une évolution dans le temps. Et le secret, c'est le temps passé. Parce que sur un tirage, on passe énormément de temps. C'est ce que j'expliquais à Christian tout à l'heure. Moi, c'est voir des tirages accrochés, c'est toujours un petit peu douloureux. C'est un peu comme si c'était plus mes enfants. J'ai passé tellement de temps. Moi, quand je regarde des images, je recherche les défauts et je me dis mais où est-ce qu'ils étaient les défauts? Parce que je suis certain que par tirage, je vois 2 ou 3 défauts si je la regarde bien, et je retrouverai 2 à 3 défauts encore. Et c'est ça. Et donc maintenant, je me rappelle plus, et c'est tant mieux comme ça. Je les trouve très beaux, mes tirages. Mais là, encore une fois, il n'y a pas que mes tirages. Il y a des tirages qui ont été faits par mon père, et il y a des tirages qui ont été peut-être même non par mon grand-père. C'est pas les semaines, c'est sûr. Mais il y a mon père. C'est ce que j'expliquais hier. Jusqu'au décès de mon père, donc il est décédé à 83 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans maintenant, en 2020. C'était lui qui validait les tirages. Il n'était pas question que ça soit... Moi, je les finissais, mais c'était lui, au dernier recours, qui disait « celui-là, il sort. Celui-là. » Si ça ne lui plaisait pas, il était très gentil, très humble, mais par contre, il était très strict sur la qualité. Il n'a jamais été... Et maintenant, depuis son décès, du coup, je me suis dit « ah, enfin, je peux être moi-même. » Et du coup, je suis devenu encore plus chiant qu'il était. Non, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quel point il protégeait son procédé et à quel point tu as eu du mal à lui extirper de menues informations? Ce qui m'a sidéré, toujours, c'est mon père, c'était quelqu'un de très très gentil. Il était à Amnesty International, il allait monter des meubles pour la Convention Saint-Vincent-de-Paul le week-end, il allait monter des meubles chez les gens dans le besoin, il peut participer à Savigny Tiers-Monde, tout ça. C'est la personne la plus gentille du monde. Mais par contre, pour son procédé, alors là, c'était un tigre. Et moi, il y a eu un moment où, je ne sais plus, dans les années 2000, je crois, il a un cancer. Et donc, il doit partir à l'hôpital, être hospitalisé. Et je me retrouve tout seul à l'atelier. Mais moi, je ne sais pas finir les photos. Les développements, c'était lui. Moi, quand je développais les photos, je devais m'arrêter un tout petit peu avant. Et c'est lui qui terminait le développement. C'est lui qui disait, voilà, on le termine comme ça. Et donc, là, à son retour, je lui dis, bon, écoute, papa, il n'est plus question qu'on travaille comme ça. Ça m'a foutu trop le stress. Maintenant, je veux finir les photos. Il s'est mis dans une colère, mais que je ne connaissais pas. Et j'ai vu partir en claquant la porte, rentrer chez lui. Il m'a fait la gueule pendant 2 jours. Il est revenu au bout de 2 jours en maugréant, comme quoi je lui piquais la partie créative du procédé, qu'il était hors de question que ce soit le grouillot de l'entreprise. Wow, il m'a fait un sketch là-dessus, j'en revenais pas. C'était avec mon père, on a donc travaillé 45 ans ensemble. On s'est disputé que 2 fois. 2 fois où j'ai essayé de m'imposer dans le boulot. Et donc là, je lui dis, bon, c'est moi qui terminerai les photos, j'aurai le retour des clients, et comme ça, je saurai ce que je vaux. Et lui, du coup, il s'est retranché dans le laboratoire, dans la chambre noire, pour faire les sélections. Et je disais, mais je voudrais voir quand même, plus tard. Et jusqu'à ses 83 ans, son décès, il ne m'a jamais fait voir. Parce qu'il voulait garder, je pense, une sécurité pour pas que je puisse le foutre dehors. Et il avait très peur que je lui dise, j'ai plus besoin de toi, reste chez toi. Et donc il s'est retranché derrière ça. C'est lui aussi qui déterminait les temps de pause. Il gardait secret des trucs. Et je lui dis, mais au moins prends des notes. Prends des notes pour le labo, que s'il se passe quelque chose, puis s'utiliser. Il me disait, oui, t'inquiète pas, oui. Il décède. Donc, au départ, j'ai fini les commandes qui étaient en route et il a fallu que je passe à la partie laboratoire, notamment pour les négatifs,
couleurs de Bernard, qui sont extrêmement compliquées à mettre au point. Les diapos, c'est beaucoup plus simple à faire les matrices que les négatives couleurs. Et là, je prends ces notes, et là, ça fait n'importe quoi. Et là, j'obtiens des résultats, mais qui ne correspondent à rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Et en fait, mon père avait cette idée-là, je vais essayer de vous expliquer. Mon père et mon grand-père, c'était des gens qui étaient ultra pressés, qui n'avaient pas le temps, et il fallait que ça aille vite. Et donc, eux, quand ils prenaient des notes, ils écrivaient comme ça. Lui, mon père, il écrivait comme ça, sur son cahier. Mais après, plutôt que de tourner la page, il écrivait entre les lignes. Donc moi, quand je reprends la suite, je fais bêtement dans l'ordre chronologique. Donc c'est pour ça que j'obtenais des résultats n'importe quoi. Et j'ai mis 15 jours à comprendre qu'en fait, il fallait que je lise une ligne sur deux et remonter et refaire comme ça. Voilà, c'était mon père. Mais voilà, il s'était sécurisé, comme quoi je ne pouvais pas le virer de l'entreprise. Et comme ça, c'était... Bon, mais tu n'as pas eu des ascendants très pédagogues, en fait. Tu n'as pas eu des ascendants très, très pédagogues. Ah non, c'était pas leur fort. Mon grand-père et mon père, c'était vraiment pas leur truc. La pédagogie, c'était... un, ils n'étaient pas bavards, et deux, ils n'étaient pas pédagogues du tout. Il fallait que ça aille vite, il fallait que ça soit bien fait et vite. Il n'était pas question de perdre du temps. Mon père, ça me phrase... maintenant je ne peux plus la dire, c'est laisse, je vais le faire. Dès que je lui posais une question, c'était laisse, je vais le faire. Non, mais j'ai besoin de le faire. Laisse, je vais le faire. Et mon grand-père, la machine secrète, c'est une machine très particulière parce qu'en fait, il faut faire quelque chose avec la main droite, quelque autre chose avec la main gauche et appuyer avec le pied et déclencher et regarder le niveau. Mon grand-père, il m'a fait voir une fois, il dit à toi, forcément, ça fait n'importe quoi. Il me refait voir une deuxième fois, ça ne va pas. Et il me dit, bon, ben laisse, je te montrerai plus tard. Et naturellement, quand il est parti en vacances, j'ai dû me débrouiller tout seul avec cette machine. Il n'est pas question qu'il perde de temps. Et donc là, il a fallu que j'apprenne. Et alors, c'est ce que je disais, c'est difficile, mais n'empêche que ça m'a mis au pied du mur. Et c'est pas arrivé tout cru. Maintenant, cette partie du labo, ben, ça m'a appris à réfléchir par moi-même. Si j'avais tout reçu, en fait, ça aurait été trop facile. Et quelque part, le challenge m'a permis de grandir et d'être meilleur que j'aurais pu être. Allez, vas-y, maintenant, à toi. Non, mais j'ai appris plein de choses, là, ce matin. Non, mais ça serait bien maintenant que Bernard nous raconte un peu ses premiers pas dans la famille Fresson. Ça serait bien que tu nous racontes... La famille Fresson, comment tu as découvert Alors, à l'époque, il y avait des jeunes photographes de mode qui ne voulaient avoir que des tirages Fresson. C'était encore ton grand-père. Il y en a un qui s'appelle Michel Matelot, qui habitait à Corbeil-Essonnes, à côté de Savigny-sur-Orge. Et il m'a dit, tu fais de la couleur, essaye les tirages Fresson. Donc là, je parle de 1967. Même assez longtemps. Et puis depuis, ça m'a pas lâché, quoi. Donc ton grand-père et ton père, ils ont tiré mes photos du voyage en Inde, de l'Ouest américain, toute ma vie. Et en fait, voilà, on continue, quoi. Enfin, on essaie. Mais j'ai eu la chance de connaître les 3 générations. Mais c'était pas seulement une histoire de tirage, c'était aussi, chaque fois que j'allais chez ta famille, j'apprenais quelque chose. Philosophique, pas uniquement photographique. C'était ton grand-père, il en voulait, et ton père, il avait un esprit moqueur qui était formidable. En gros, quand on me demande de parler de lui, je dis c'est quelqu'un à qui on la faisait pas. Et on arrive dans le labo, il y a un petit écriteau marqué entrée des artistes, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de chichi du tout comme un labo chic. Et on rentre dans l'antre du plus grand maître tireur. Et on arrive dans cette maison de Savigny, familiale. Et ça change complètement les donnes. Alors, il y a un climat de confiance qui se crée avec les photographes ou pas. Je sais que ton père, il fallait savoir que s'il aimait pas une photo, on la tirait pas. Non, il était aussi conseiller artistique, en fait. Mais en fait, historiquement, il y a eu un truc qui, moi, m'avait beaucoup bouleversé, qui est ceux qui étaient là hier. J'ai parlé de la défense des tireurs hier. Donc, j'ai fait le livre Plessis-Fresson. Et là, je sors bientôt un livre avec, en co-auteur, ma femme, Françoise Nunez.
Elle n'est pas en 4e de couverture, en 4e de livre à la fin, elle est en son nom de la même taille. Donc l'idée que j'ai, c'est de commencer à sortir des livres avec le nom des tireurs en aussi grand que le mien. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de Plossu. Il n'y aurait rien. Alors, ce qui m'a fait réfléchir, c'est de voir que le nom de Raoul Coutard, qui est le grand caméraman de La Nouvelle Vague, est toujours marqué en petit. Mais qu'est-ce qu'auraient fait Truffaut et Godard sans Raoul Coutard, quoi? Alors, le jour où j'ai pété les plombs, c'est un des 10 grands artistes américains, les plus connus, des millions de dollars et tout. Il photographie des fleurs. Il fait tout tirer par Fresson. Il sort un livre, il n'y a même pas marqué Fresson dans le livre, comme si c'était lui. Ben non, ces photos de fleurs, s'il n'y avait pas eu les Fressons, il n'en vendait pas une. Bon. Et là, ça m'a révolté, quoi. Le mec, il est célèbre, il cite même pas le tireur, quoi. Je suis encore révolté, ça m'a outré, cette histoire. Attends, mais ces photos, c'était rien sans vous. L'avantage, c'est que tout le monde s'est posé la question, les tirages, ils venaient d'où? C'est comme ça, nous, on a eu pareille percussion là-dessus. Mais effectivement, ça s'est construit au fur et à mesure du temps, quoi, cette reconnaissance des tireurs qui n'était pas du tout, effectivement, à la mode au départ. Et certains tireurs, certains égos surdimensionnés, celui dont tu parles, ont du mal à laisser... Mais moi, ça m'avait traumatisé, quoi. Donc en fait, toi, ce qui est intéressant avec Bernard, c'est que ça représente les 3 générations. C'est le seul photographe à l'heure actuelle. Il y avait Tourtman aussi. Avec qui on a travaillé sur 3 générations. Sincèrement, les autres, c'était mon père et moi, mais que tu aies connu mon grand-père, c'est exceptionnel. Quoi. En fait, on aurait dû mettre dans l'expo la photo de vous 3. Il y a une photo que j'ai faite où on voit les 3 générations. On aurait dû la mettre. Dans la prochaine expo, on la mettra d'office. Non, mais c'est important de vous voir tous les 3 dans le labo, quoi. Et donc, quand tu parlais de familial, à l'époque, quand Bernard Plossu est arrivé au labo, bon, moi j'avais 7 ans, mais par contre, à cette époque-là, je me rappelle, c'était très particulier parce qu'en fait, le labo n'était pas du tout comme à l'heure actuelle il est. Il fallait passer par la rue. Et traverser l'appartement de mon grand-père et de ma grand-mère, où ma grand-mère était en train de faire la cuisine. Il fallait traverser la cuisine, où ma grand-mère, qui était bordelaise, faisait de la cuisine H24, je crois, dans mon enfance, et le souvenir que j'ai. Et donc, les clients passaient dans la cuisine, montaient dans le labo, repassaient par la cuisine, et on en retrouvait des fois devant la télé, en train de regarder le tournoi des 5 nations, avec ma grand-mère, qui était fan de rugby, et on retrouvait des clients dans la salle à manger. Il y avait ça, toi, tu as connu cette période-là où on passait par le bas. Et donc maintenant, on a tout transformé. Il n'y a plus du tout, malheureusement, il n'y a plus les odeurs de cuisine de ma grand-mère qui ont bercé mon enfance. Mais alors moi, je me demande comment tu fais. Parce que maintenant, tu fais les tirages, la réplique, les mails, la correspondance, les factures. Comment tu fais pour faire tout ça, quoi? En fait, c'est pas moi. J'ai tout un labo avec plein de petits Chinois qui travaillent derrière. Non, mais c'est un boulot de dingue. Non, c'est une question d'organisation. Tu dors ce qui est étonnant, ce qui m'a beaucoup surpris, au départ, quand mon père est décédé, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais très peur de la dépression déjà, c'était vraiment ma hantise de partir en dépression. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir m'organiser? Mon père travaillait, il commençait à travailler à 6h30 le matin et il finissait vers 20h. Donc je me dis, mais comment je vais pouvoir pallier à ce manque? Et en fait, comme mon père, enfin, dans la fin de sa vie, il s'est beaucoup occupé de ma mère qui était malade, en fait, donc il y avait ça. Et donc j'ai réussi à organiser le labo de telle manière que j'arrive à peu près à avoir la même productivité que quand il était là. Mais c'était une question d'organisation. Et maintenant, c'est moi qui commence à 6h30. Et bon, des fois, je termine à 20h. Mais là, j'arrive à avoir une vie quand même à côté. Bien, ben, on a fait un peu le tour de ton activité. C'est juste à rajouter. Par contre, et ça j'en suis très fier, notre labo, c'est un des rares labos où on fait du noir et blanc et on fait de la couleur. Oui. Après, il y en a d'autres, naturellement, dans les autres. Mais on arrive à avoir ces deux visions-là. Et ce qui est étonnant, entre guillemets, mon père était très bon en couleur, moi je suis très bon en noir et blanc. Il a fallu que je me perfectionne en couleur. Mais ça, c'est vraiment une question innée. On a des facilités dans un ou l'autre.
Et donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est de préciser que nous, on travaille aussi bien pour le noir et blanc que pour la couleur. Alors, à l'heure actuelle, je travaille très peu en noir et blanc, je travaille beaucoup en couleur, mais par contre, ça me plaît, j'aime beaucoup faire le noir et blanc. Si, en noir et blanc, il a tiré toutes les photos que j'ai faites de sa famille. Donc, au labo, son père, son grand-père, sa maman. Il y a une vingtaine de tirages et on s'est dit qu'il fallait les faire tirer fresson par fresson. Et toute la collection en question qu'il a tirée est au musée Niepce à Chalon-sur-Saône. Voilà. Non, mais on peut dire aussi qu'à part Bernard, il y a quand même quelques photographes très célèbres qui passent par le labo. Sarah Moon, Paolo Roversi. Il y a eu Turgeman aussi, Georges. Turgeman, il aimait beaucoup Bateau, tes parents. Bernard Faucon, Ouais, il y avait Lucien Clerc. Bateau, il y a beaucoup de monde. Ben Loulou. Il y a eu Sheila Metzner, bien sûr. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais il y a une cliente américaine, Sheila Metzner, qui a représenté jusqu'à 50% de notre chiffre d'affaires dans les années 80-90. Elle, c'était une photographe qui touchait à la mode, et qui faisait du portrait, qui faisait des natures mortes, qui faisait des recherches et qui a beaucoup challengé mon père. Dans le sens où elle faisait des photos et après elle voulait une interprétation particulière. Et donc elle a fait des photos notamment de la vallée de la mort et elle a demandé à mon père, ok, c'est des photos en couleur, mais je voudrais qu'il n'y ait pas de bleu. Alors des photos de la vallée de la mort sans bleu, c'est compliqué. Et donc mon père, il a fait des tirages en noir et blanc qu'il a colorisé après et il s'est trouvé que le noir qu'on utilise au départ, le noir final, ce qu'on appelle le noir final, il y a une pointe de bleu qui nous a permis d'avoir quand même des verts. Ça suffisait à avoir des verts et ça fait de très beaux tirages. Et donc sur plein de domaines, elle a fait, et notamment elle était fan de Man Ray et elle a dit, moi je voudrais faire une solarisation. Alors, la solarisation en fresson, c'est absolument impossible. Et mon père, ça l'a travaillé. Et donc, il est parti d'une de ses photos qui était très graphique. Et il a fait un cliché en positif et un négatif. Il les a superposés, il les a décalés un tout petit peu. Il a refait un contre-type de ce truc-là. La lumière est passée juste à certains endroits. Et ça a fait un tirage incroyable et qui ressemble à de la solarisation. Et donc, nous, par contre, à l'avantage de la solarisation, c'est qu'on peut la reproduire à l'infini, puisque tant que la matrice sera valable, on pourra le refaire. Alors qu'une solarisation, par définition, c'est une seule. C'est unique, ouais. Bien, mais je crois que c'est l'heure de conclure. C'est l'heure de conclure. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup Jean-François. C'était formidable de vous avoir ici ce matin. Vous venez d'entendre à l'instant le photographe Bernard Plossu en dialogue avec Jean-François Fresson autour de l'exposition Espagna en Fresson du 4 juillet au 6 septembre 2025 à la galerie Ombre Blanche rue Mirepoix à Toulouse, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie samedi 5 juillet et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.